Magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs, au magazine Humura Burundi de ce jeudi 18 juillet 2019. À la présentation, vous êtes avec Jean-Vianney Nahazwe, à la cabine de son ingénieur Ejide Mwemero et Fabrice Ndimurukundo. Sans trop tarder, passons immédiatement aux grandes lignes du magazine. L'administrateur de la commune Mutaho en province Gitega a échappé de justesse à une tentative d'assassinat ce mercredi. Un réfugié burundais du Kandon Douta en Tanzanie est introuvable il y a 2 jours. Et journée internationale ce 18 juillet dédiée à Nelson Mandela, le Sud-Africain qui a mené à bon port les négociations qui ont abouti sur les accords d'Arusha pour les Burundais. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue. Page sécuritaire d'abord. Tentative d'assassinat ce mercredi soir de l'administrateur de la commune Mutaho en province Gitega. Des personnes armées qui ont tendu une embuscade sur son chemin vers son domicile. N'est-ce pas, Hervé Niouhi? Selon les informations fournies par la population du chef-lieu de la commune Mutaho, il était aux environs de 21h de ce mercredi lorsqu'un individu muni d'une arme de type pistolet et d'une grenade attendait une embuscade contre l'administrateur de la commune Mutaho, Denis Nihomohani. Les mêmes informations indiquent que l'homme armé a d'abord tiré avec le pistolet avant de lancer la grenade dont les éclats ont blessé l'administrateur au niveau de l'œil. Des militaires et policiers sont intervenus, mais le criminel avait déjà pris le large. Et c'est donc 4 personnes qui sont Ancerté Seleman, Longé, Bahati et Ancerté Emery ont été arrêtées à cet effet. Ce qui inquiète certains des habitants de cette localité, c'est que toutes les 4 personnes appréhendées sont membres des partis de l'opposition et ont été arrêtées à partir de chez elles. Les familles de ces 4 personnes en détention plaident pour leur libération puisque c'est victime de mobiles politiques. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre Denis Nihomohani, administrateur de la commune Mutaho, encore moins les responsables de la police dans cette commune. C'était un reportage signé Hervé Niouhi. Les pages de justice à présent. La législation burundaise n'autorise pas tout policier à arrêter des gens en conflit avec la loi. Précision apportée par des juristes burundais qui déplorent l'existence de plusieurs cas d'arrestation arbitraire au Burundi. Maître Gustave Nyonzima explique que les personnes habilitées pour procéder à l'arrestation d'une personne selon le code de procédure pénale burundais. On l'écoute. De prime abord, je commencerai à vous informer que les cas d'arrestation arbitraire ne sont pas prévus par aucun texte légal régissant la procédure pénale. Quand on parle d'arrestation arbitraire, c'est quand il y a des gens qui arrêtent une personne en dehors et en violation flagrante du code de procédure pénale, de la Constitution, des instruments internationaux en rapport avec les droits de l'homme ratifiés par le Burundi, en dehors aussi du code pénal. Alors, on se focalise exhaustivement beaucoup plus sur le code de procédure pénale burundais. Ce peut que quelqu'un ait été arrêté par la qualité d'OPJ, parce que au sein de la police nationale, il y a des policiers qui ont la qualité d'OPJ, c'est-à-dire les officiers de police judiciaire, qui ont été formés pour ça, et ensuite qui ont des cartes délivrées par le procureur général de la République. Ce sont ces policiers qui ont la qualité et les obligations de pouvoir arrêter quelqu'un conformément à la loi, conformément au code de procédure pénale. Si quelqu'un est arrêté par un autre policier qui n'a pas cette qualité, ou par un Imbonerakure, ou par un autre militaire, c'est-à-dire qu'il y a eu l'arrestation arbitraire. Maître Gustave Nyonzima ajoute que toute personne arrêtée devrait normalement être informée avant son arrestation qu'elle a le droit d'avoir un avocat pour sa défense. Encore une fois, Maître Gustave Nyonzima. Si quelqu'un, quand bien même, a été arrêté par un officier de police judiciaire ou un magistrat du parquet, après un tribunal ou une cour feront le privilège de juridiction de cette personne arrêtée,
et qu'on ne lui dit pas qu'il a le devoir de garder le silence en cas de l'absence de son avocat, conformément à l'article 10, alinéa 5 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire qu'il y a une arrestation arbitraire. La personne arrêtée doit être informée des actes d'accusation, doit avoir préalablement une convocation pour comparaître devant le PJ ou le magistrat instructeur, et lorsque ces procédures n'ont pas été respectées, c'est-à-dire qu'il y a l'arrestation arbitraire. Je viens de résumer ou de dire laconiquement des cas qui se passent souvent, régulièrement, en rapport avec les arrestations arbitraires. Il y a d'abord la qualité de la personne qui arrête, ensuite la matière sujette à question au moment de l'interrogatoire, au moment de la recherche des preuves inhérentes aux charges d'accusation. C'était Maître Gustave Niyonzima, et à titre illustratif, la Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK, a recensé 39 cas d'arrestation arbitraire pour le seul mois de juin 2019. Et dans la suite de nos reportages sur ce que prévoit la loi en matière d'arrestation et de détention des personnes, nous vous parlerons de la détention préventive. La journée du 18 juillet est dédiée au président sud-africain Nelson Mandela. Pour le Burundi, Nelson Mandela a réellement marqué son histoire dans la mesure où c'est lui qui avait piloté les négociations qui ont abouti sur les accords d'Arusha en 2000. Frédéric Bamvuginyumvila, ancien vice-président de la République du Burundi, se rappelle de certaines des œuvres de Nelson Mandela pour le peuple burundais comme si c'était hier. Suivez. Le président Nelson Mandela est un personnage particulier, un homme qui a participé aussi à chercher la paix dans la partie de l'Afrique. Je crois que je dois citer ici le Burundi parce que après la mort de son excellence, le président Nyerere, le président Mandela est venu lui succéder et il a essayé de pousser, de booster les négociations jusqu'à la signature de l'accord d'Arusha pour la paix. Nous sommes le 28 août 2000. Pour lui, il a pointé le doigt au pouvoir en leur disant voilà, vous êtes au pouvoir, vous êtes une minorité, vous ne pouvez pas continuer à vous imposer une majorité uniquement parce que vous êtes là, parce que vous avez tout fait pour baliser, pour que vous restiez au pouvoir. C'est impossible parce que cela va continuer à générer des conflits interminables. Mais par contre, vous ne pouvez pas, vous les gens de la majorité, non plus continuer à vous targuer de votre majorité numérique. Ce n'est pas ça la solution. La solution est que vous devriez vous mettre ensemble, gérer ensemble le pays et voir comment justement progresser et terminer vos conflits. Donc il a été au Burundi et il a montré comment les gens justement devraient vivre ensemble. Il a été en prison pour constater justement comment le pouvoir de façon inhumaine envers les prisonniers d'alors. Et tout ça, il a donné des remarques. Et il a été à l'Assemblée nationale, il leur a dit, c'est pour la première fois que je vois un pays qui regorge beaucoup d'intellectuels, mais qui est incapable, un pays qui est incapable de résoudre ces petits problèmes tels que la cohabitation pacifique. C'est un homme d'une carrure internationale, donc je crois qu'à ce niveau-là, on doit quand même être fier de lui et il doit continuer à rayonner dans notre mémoire comme un ostensoir. Humura Burundi. Page santé à présent. L'épidémie de choléra fait partie des épidémies qui menacent la santé de la population burundaise. Dans notre série de reportages sur le système sanitaire au Burundi, nous reviendrons plutôt sur certaines causes de cette épidémie qui refait surface chaque année et les efforts consentis pour lutter contre cette maladie. Les détails avec Rachel Kagissi. L'épidémie de choléra est observée au Burundi depuis plusieurs décennies. Chaque année, on enregistre des malades souffrant de cette épidémie. Les populations les plus menacées par le choléra sont celles riveraines du lac Tanganyika et de la plaine de la Rusizi. Durant ces 6 premiers mois seulement de l'année 2019, cette épidémie a déjà réapparu au moins 2 fois et plus de 100 cas de malades ont été enregistrés. Dr Juvenal Habarugira nous explique pourquoi l'eau utilisée dans ces localités du pays est parmi les causes de cette épidémie. La maladie du choléra est devenue endémique. Le premier facteur, c'est que l'eau de la Tanganyika et de la Rusizi, c'est de l'eau salée.
Or, parmi les milieux qui favorisent la multiplication du vibrio cholérae, qui est le microbe responsable du choléra, il y a le sel, évidemment. Donc, ce qui veut dire que le microbe trouve facilité à s'implanter dans l'eau du lac Tanganyika et dans l'eau de la Rusizi, plus facilement que dans les autres eaux que nous prenons. Alors, la population environnant ces lacs et ces rivières a toujours tendance à prendre cette eau immédiatement sans la traiter, sans chauffer ou sans faire traiter par des produits chimiques. Dr Juvenal Habarugira appelle à un contrôle technique de l'eau consommée par les habitants de cette localité. C'est peut-être le niveau de traitement de l'eau du lac Tanganyika par la régie des eaux et les autres sociétés habilitées à traiter l'eau. Si les produits de traitement ne sont pas vraiment adaptés à tuer le vibrio cholérae, l'eau peut être mal traitée ou insuffisamment traitée, contaminant ainsi ceux qui sont pris. Alors la meilleure façon de le connaître, c'est de faire des recherches sur l'eau qui arrive dans les robinets, sur l'eau qui arrive dans les tanks de la régie des eaux, ou même à la source quand l'eau est montée par les machines vers la ville de Bujumbura. Oui, ça c'est un langage politique. Maintenant, ils font un langage scientifique, un langage technique de recherche. Alors, c'est pas la régie des eaux de s'évaluer. Comme il a été constaté que l'épidémie de choléra réapparaît très souvent et que c'est un problème sérieux de santé, le ministre de la Santé a dernièrement promis qu'avec l'appui de leurs partenaires, ils comptent vacciner la population riveraine du lac Tanganyika et celle de la plaine de la Rusizi. À chaque épidémie de choléra au Burundi, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, intervient toujours. C'était Rachel Kagissier, toujours page santé. L'épidémie d'Ebola vient d'être déclarée comme urgence sanitaire mondiale par l'Organisation mondiale de la santé. La décision a été prise ce mercredi par un collège d'experts de l'OMS. La déclaration tombe donc après le décès d'un Congolais de la ville de Goma à l'est de la République démocratique du Congo qui venait d'être transféré à Butembo suite à cette maladie. Les détails avec Hermès Nivandets. Selon le rapport du Comité international de secours, la décision de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, de déclarer que l'Ebola est une urgence de santé publique et de portée internationale traduit l'inquiétude des experts de l'OMS de voir la maladie se propager dans d'autres pays. La méfiance et le manque d'engagement de la communauté internationale catalysent l'intensification de cette épidémie. Le comité cite un cas illustratif d'un patient de Goma à l'est de la République démocratique du Congo, décédé le lundi dernier au cours de son transfert à Butembo. Aujourd'hui, considéré comme un événement extraordinaire, l'épidémie nécessite une réponse internationale vigoureuse, renchérit son rapport du Comité international de secours. Déclaré déjà urgence de santé publique en République démocratique du Congo et en Ouganda, les acteurs de la riposte contre le virus d'Ebola doivent continuer d'apporter des changements positifs et des stratégies pour lutter contre ce fléau, selon le Comité international de secours. Selon lui, la lutte passe par l'intensification des programmes de prévention de l'infection du virus et un engagement communautaire en RDC, en Ouganda et dans les pays voisins, notamment le Rwanda, le Burundi et le Sud-Soudan. Dans son rapport, ce comité demande un soutien continu aux efforts du coordinateur de l'ONU pour la lutte contre le virus Ebola, visant à rassembler et à écouter les acteurs sur le terrain afin d'améliorer la réponse. Au cas contraire, les cas de propagation vont s'intensifier dans les régions métropolitaines et à travers les frontières, met en garde le comité. Cette déclaration de l'OMS devrait plutôt inciter la communauté internationale à agir et à sensibiliser en ce qui concerne la gravité de la situation. 10 à 10 cas d'Ebola sont confirmés par jour et 1668 sont déjà morts, toujours selon le rapport du Comité international de secours. Merci à Hermès Nivandetse, toujours dans la ville de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Le journal L'Essentiel fait savoir que 97 cas d'Ebola ont été recensés 72 heures après le décès du premier cas de l'épidémie. Ces personnes ont été en contact avec lui dimanche dernier à Goma avant son décès. Lundi, 37 contacts à Oprisk et 40 contacts du cas confirmé de Goma ont été vaccinés au centre de Afia Imbi où le patient avait été isolé avant son transfert à Butembo. Dans quelques instants, nous abordons la page qui concerne les réfugiés. Humura Burundi.
Un réfugié burundais du camp d'Indouta en République unie de Tanzanie est porté disparu depuis 2 jours. Selon la femme de ce réfugié connu sous le nom de Leonidas Bigirimana, il a été mené à partir de chez lui par des gens en tenue de la police tanzanienne. Cependant, la police du camp dit ne pas être derrière cette arrestation et décline toute responsabilité. Balthazar Miburo nous en dit plus. Dans la matinée du mardi, la famille de Leonidas Bigirimana du village 3, zone 2, dans le camp d'Indouta a été envahie par un groupe de personnes inconnues. Lorsque le groupe commençait à défoncer la porte, les membres de cette famille se sont mis à crier, mais le groupe leur intima l'ordre de sauter, arguant que c'était la police. Alors qu'ils ont commencé à crier, on nous a dit « Taisez-vous, nous sommes de la police ». Ces personnes en uniforme policier ont ensuite embarqué Leonidas Bigirimana dans leur véhicule. Sa femme est convaincue qu'il s'agit bel et bien des policiers. Quand ils sont sortis de la maison, je suis allé voir. J'ai vu une chaîne de policiers portant tous des fusils. Je suis convaincu qu'il s'agissait vraiment des policiers. À part qu'ils nous l'ont dit eux-mêmes, ils étaient venus à bord d'un véhicule. Or, personne ne peut introduire un véhicule dans le camp pendant la nuit s'il n'est pas de la police. Mais le lendemain matin, la femme de Leonidas Bigirimana a voulu connaître les nouvelles de son mari. Au poste de la police, les policiers lui ont annoncé qu'il ne détenait pas son mari. Le ONG Willac a demandé à la femme de se retenir. Au poste de police, j'étais avec d'autres qui étaient allés voir les leurs qui étaient détenus dans le cachot de la police. Chacun de nous a cité le nom de la personne qu'il était venu voir. Moi, on m'a dit que mon mari n'était pas là. Ils m'ont par la suite demandé de me rendre au bureau de l'ONG Willac. Arrivé là-bas, ils m'ont promis de m'aider tout en me demandant de me retenir si l'on ne parvenait pas à retrouver mon mari. Ça arrive souvent, m'ont-ils dit. La rédaction de la RPA a cherché à joindre Madame Christina Kamiri de Willac. Au départ, il nous a demandé de le rappeler dans 30 minutes, mais par après, elle nous a indiqué qu'il n'était pas de Willac. Et dernière page de ce magazine, les réfugiés burundais du camp d'Inakivale en Ouganda dénoncent le comportement de certains Burundais qui ont des associations qui participent dans l'assistance des réfugiés. Un comportement qui consiste à distribuer des aides aux moins nécessiteux ou encore manipule ces réfugiés pour des fins de leur propre intérêt. Marie-Ange. Certains Burundais, principalement ceux de la diaspora, se rendent parfois au camp d'Inakivale et ils n'y vont pas les mains vides. Ils apportent souvent une assistance aux réfugiés résidant dans ce camp situé en Ouganda. Il y a également d'autres Burundais qui n'arrivent pas sur terrain, mais qui passent par des intermédiaires pour aider les réfugiés burundais. L'assistance est souvent composée de matériel didactique selon les réfugiés, mais parfois la distribution de l'aide fait face à certains défis, signale cet enseignant de Nakivale. Ceux qui font la distribution de ces aides favorisent parfois leurs familles respectives. On peut trouver par exemple un enfant qui reçoit 4 ou 5 sponsors alors que d'autres n'ont rien obtenu. On assiste donc parfois au favoritisme. Les mêmes grognes sont signalées au sein des albinos. Leur représentant, Anakivale, Cléophas Awonimana, déplore l'attitude de certains Burundais qui les utilisent pour obtenir des sponsors qui, finalement, n'arrivent pas à destination. Aujourd'hui, je crois que tous ceux qui font des projets y insèrent une part des albinos. Ils viennent ici pour prendre des photos des albinos pour leur propre business. Le problème, c'est que certains d'entre eux se sont disputés à cause de ces projets. Nous n'avons pas besoin de ce genre de personnes qui nous utilisent pour leurs intérêts personnels. Cela dit, certains réfugiés burundais de Nakivale sont énormément contents de l'assistance leur apportée, mais ils demandent à ces bienfaiteurs de faire un suivi rigoureux pour s'assurer que l'assistance arrive réellement à destination et d'une manière équitable.
Et c'est sur ce reportage de Marie-Ange Irakoze que, mes chers auditeurs, nous mettons fin à son magazine Humura Burundi de ce jeudi 18 juillet 2019. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci également à Fabrice Ndimurukundo et à ingénieur Ejide Mwemero pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Jean-Denis Nahadze. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.